Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Joker fini de rire, fait par J.M. DeMatteis, Dixon Chuck, Joe Staton et Nolan Graham. Le Joker est enfin parvenu à ses fins, il a tué Batman au cours d'un duel explosif, mais à présent que son plus cher ennemi n'est plus, que lui reste-t-il à faire de ses journées? Ainsi, l'ancien clown prince du crime devient Joker, un simple citoyen de Gotham, et ne tarde pas à tomber amoureux. Mais l'ancien maniaque est-il véritablement devenu saint d'esprit? Ce résumé est le résumé de la première histoire, qui est l'histoire centrale, mais je vais aussi vous parler de la deuxième, qui est qu'après un nouveau crime, le Joker est arrêté et condamné à mort, malgré sa démence. Seulement Batman a des doutes sur la culpabilité de son pire ennemi. Les dessins sont magnifiques, que ça soit pour la première comme pour la deuxième histoire, même si personnellement je préfère la deuxième histoire, car elle a une texture beaucoup plus lisse sur les personnages, du coup on a une plus belle représentation des émotions. Mais sur les dessins, il y a toujours un côté très cartoonesque, sans tomber dans le nanardesque, puisque le propos est très adulte. Les dessins lui font honneur en étant très sérieux dans sa représentation, ce qui donne des scènes qui sont censées faire rire, et bien faire rire. Je me suis surpris à rire à l'éclat en lisant ce livre, tellement les dessins apportent une belle dimension et une représentation réelle. On va commencer par le gros point noir de cette histoire qui est le fait de spoil. Alors oui, rien qu'en lisant le résumé, on savait déjà ce qui allait se passer. Batman allait mourir, même si on sait qu'à la fin il allait revenir. Mais en réalité, dès la fin du premier chapitre, on sait qu'il est vivant. Or pour moi, ce qui aurait fonctionné, c'est justement de ne pas le dire, pour qu'on puisse lire le livre en sachant pertinemment que Batman allait arriver, mais sans savoir comment. Car si on sait que Batman va revenir, toutes les scènes où justement Batman est censé arriver par surprise, bah l'effet n'y est plus, puisque on sait déjà depuis le début qu'il est vivant. Mais outre ce gros point noir, ce livre est vraiment très intéressant dans son approche, si on faisait le Joker non plus une victime de Batman, mais plutôt un vainqueur. Sauf que à quoi rime sa vie quand on sait que notre objectif que l'on a tant convoité est atteint? Que durant toute notre vie, on s'est battu pour un rêve qui est enfin arrivé. Notre vie après cela n'est plus la même, elle rime plus à rien, alors on réfléchit à changer de vie et tenter de se faire plaisir. Donc là, on a quelque chose de très intéressant. Vous savez, dans la vie, j'entends beaucoup de monde dire qu'ils ont qu'un seul objectif dans la vie, c'est de devenir riche. Sauf qu'une fois que vous avez réussi, que vous vous êtes acheté tout ce que vous vouliez, que vous reste-t-il? Plus rien. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs rêves dans la vie, pour être sûr que même si on a atteint un objectif, il nous reste encore des choses à faire. C'est pour ça que devenir riche doit être un objectif, mais doit être perçu comme une étape pour faire des projets beaucoup plus grands. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le Joker veut seulement se ranger, être bien avec sa petite femme et sa petite routine. Ce qu'il arrive à faire pendant un certain temps. Mais forcément, le passé revient au galop, avec juste quelques crises, donc rien d'alarmant. Joker est heureux, il vit sa vie. Que peut-on réellement lui reprocher? C'est un homme aimant, gentil, gentleman, romantique, bref, le prince charmant. Ce que d'ailleurs les femmes cherchaient avant les années 2000, Maintenant c'est plus le Joker méchant qui ferait aimer. Je m'égare. Donc, le prince charmant et la princesse vivent dans un conte de fées, un amour sentimental réciproque que même Charles Baudelaire aurait fait un poème dessus. Mais ce qui devait arriver arriva, Batman est de retour et il retrouve le Joker. Mais pas Joker, le Joker. En fait, le retour de Batman, qui est vraiment très discret, puisqu'il est même écrit dans les journaux, discrétion sur 20 quoi, ce retour a fait revenir le Joker. Cette situation souligne deux choses très importantes. Est-ce que si Batman ne serait pas revenu, Joker serait simplement un bon citoyen? Puisque jusqu'à preuve du contraire, à part ses crises d'angoisse de voir revenir Batman, il se portait plutôt bien. Il était exemplaire. C'est un questionnement qui mérite de se poser. Même si, la deuxième chose que cela souligne, c'est que l'homme ne peut changer sa propre nature, peu importe ce qu'il devient. L'homme ne peut pas changer, exactement comme l'histoire de la grenouille et du scorpion. On est ce que l'on est et on le restera jusqu'à la fin. Même l'amour n'y peut rien. Tout ceci est mis justement en image avec la quasi même scène du début et de la fin, ce qui donne la sensation d'un cycle et d'un retour forcé à notre nature.
Joker, contrairement à la première histoire, ici c'est une victime. Alors qu'on soit bien clair, il y a quelques soucis de cohérence dans le récit. Mais je trouve que le côté polar est très bien exploité, Batman cherchant partout un moyen de comprendre ce qui s'est réellement passé, il va même voir le Joker pour savoir des choses, mais il n'en est rien. Il finit quand même par réussir à lui éviter la chaise électrique, et ça se finit avec un non qui veut tout dire. Mais tout ça, j'y reviendrai plus tard. La question dans ce comics va être celle de la justice, qui est en fait très bancale, car dans l'histoire, il y a plusieurs fois une référence à son passé de tueur, qui avant permettait au Joker de facilement s'en sortir grâce à la plaidoirie de sa folie. Mais ici, on dit qu'il est sain d'esprit et il est condamné à mort, ce qui est pas très logique. Donc déjà à la base, on a des difficultés à réellement croire ce qui arrive. Mais le plus intéressant pour moi, c'est justement la figure de la justice que représente Batman. La justice est à double tranchant, c'est ce qu'il dit. Mais en fait, non. La justice doit être faite tout le temps, et à vrai dire, elle a été rendue. Elle n'est pas réellement à double tranchant, car si le Joker aurait été mort sur la chaise, la justice n'aurait pas été rendue sur cette affaire. En fait, ce n'est pas la justice à proprement parler qui est à double tranchant, c'est notre jugement sur le sort d'un homme qui l'est. Pour être clair, la justice doit être faite. Celle-ci permet que si tu as fait quelque chose de mal, tu le payes. Notre jugement, c'est simplement mérite-t-il ce qui lui arrive. Du coup, il aurait dû être condamné pour ses anciens crimes, ce qu'il a commis, et non ceux-là où il y est pour rien. Et prendre comme excuse ceux pour lesquels il n'y est pour rien, parce que c'est plus facile pour lui faire payer ses précédents, ceci n'est pas une justice. Même si je sais que cette phrase ici c'est pour faire écho à la fin, puisque la justice s'est retournée contre le Joker vit sous la dette de Batman, car c'est lui qui l'a sauvé. Or, il veut être supérieur à Batman, donc cette situation ne lui plaît pas. Dans ce livre-ci, vous verrez comment se passe l'incarcération du Joker, son procès, comment il essaie de manipuler son auditoire, sa vie en prison, le rôle des avocats, le rôle des détectives, le rôle des médias lorsqu'il s'agit de grosses affaires de meurtre, et enfin les réels coupables et leurs mobiles. Tout ça avec des dialogues maniés à la perfection. Mais tout ça, ce sera à vous de le découvrir.